Bienvenue chers auditeurs dans ce premier épisode du podcast Thésis où nous débunkons ensemble certains mythes bien ancrés dans l'inconscient collectif autour des investissements en cryptoactifs. Aujourd'hui, Snow est avec moi. Comment ça va ? Salut, comment ça va ? Ça va, moi très bien. Aujourd'hui, ensemble, on va voir un peu un mythe qui revient assez fréquemment, qui est un investissement en cryptoactifs se fait sur la base des fondamentaux du projet. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens pensent que lorsqu'on va investir sur un projet en crypto, c'est nécessairement et presque exclusivement, je sais pas ce que tu en penses, sur la base des fondamentaux du projet, alors qu'en fait, finalement, il y a plein d'autres critères qui sont importants et même dans certains cas, les fondamentaux sont presque, j'exagère à peine, inutile. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup d'autres critères à prendre en compte et parfois c'est les critères qu'on pense presque secondaires qui vont en fait plus drive le prix d'un token ou bien d'un NFT que des critères qu'on peut estimer principaux, comme des critères basés en tout cas sur du fondamental. Donc il y a beaucoup de nuances et le marché nous a montré quelques exemples de choses qui diffèrent pas mal de ce que les gens peuvent penser. Ouais, et je pense que c'est quelque chose qui est difficile à capter et qui diffère beaucoup de ce qu'on peut trouver dans les marchés traditionnels et qui peut surprendre et qui explique aussi que l'investissement crypto est pas mal critiqué par certains parce que les fondamentaux finalement pèsent assez peu et on peut le voir avec nos tests qu'on fait chez Thésis, notamment sur Ultra et l'Infinity. Honnêtement, j'essaye de rester objectif. Ces deux projets-là sont tellement sous-capitalisés par rapport à ce qu'ils représentent qu'on voit qu'il y a quand même un problème de valorisation des projets crypto par rapport à leurs fondamentaux. Et justement, voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de voir un petit peu ensemble les différents critères qui sont importants de voir et qui sont parfois, comme je le disais avant, dans certains cas plus importants que les fondamentaux, mais sont en tout cas au moins aussi importants et doivent être pris en compte. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler. Donc, vas-y, je t'en prie. Peut-être aussi pour ajouter quelque chose aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est encore plus accentué pendant un bear market que pendant un bull, parce que pendant un bull, tous les projets sont un petit peu surévalués au contraire, donc on va dire que ça compense, mais j'ai quand même l'impression aussi que pendant les bear markets, ça peut créer une frustration chez les investisseurs, et d'ailleurs pas que chez les investisseurs, également chez les fondateurs, parce que les fondateurs peuvent avoir l'impression d'avoir une tech au-dessus de ce qui se fait à côté, mais pourtant d'avoir un projet sous-évalué, et les investisseurs un peu pareil, et donc ça peut créer de la frustration, ça peut créer du FUD et ça peut amener à des prix encore plus bas. Donc ça va être intéressant un petit peu d'analyser tout ça et de comprendre pourquoi et comment. Ouais, c'est clair et on voit que finalement tout se passe sur les réseaux sociaux pendant les bull markets en général, ce qui nous amène au premier point qu'on identifie et qui est important, c'est l'influence des médias sociaux justement sur la psychologie des investisseurs, puisqu'aujourd'hui un simple tweet peut faire trembler le monde des cryptos. Quand on voit la puissance d'Elon Musk, même si c'est Elon Musk, sur le Bitcoin, lorsque celui-ci a explosé au-dessus des 42 pour aller chercher son ATH début 2020-21. On voit que les réseaux sociaux ont une influence qui est incontestable sur les marchés et qu'il faut pas se laisser emporter par les rumeurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte en fait, parce que c'est pas certes on dit que attention à pas se laisser emporter par chaque rumeur aussi sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais si jamais ça fait le buzz sur les réseaux sociaux aussi, il y a une hype sur les réseaux sociaux qui se met en place, on peut le voir notamment avec des outils comme Lunar Crush, c'est peut-être qu'il faut, en tout cas si vous cherchez des profits avec de la spéculation pure, se positionner sur ce genre de projet. Voilà. Après, attention, si on en parle trop, c'est probablement que c'est déjà trop tard. Mais voilà, c'est un critère à prendre en compte. Quelle est finalement la caisse de résonance sur les médias sociaux et finalement
quel impact a un projet sur les réseaux, ce qui reflète aussi la taille de la communauté. Si la communauté est importante, si la communauté est importante, alors on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et si la communauté est importante, ça veut dire que derrière le projet a quand même quelque chose de solide. Il est au moins bon en marketing, mais généralement, quand il y a une communauté derrière, c'est qu'il y a quand même quelque chose et que c'est un critère qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est finalement influence médias sociaux et communauté. C'est des critères qui se rejoignent et qu'il faut suivre pour analyser et savoir si un projet est bon à être investi. Ouais. Effectivement, comme tu dis, et puis je pense qu'il y a beaucoup de projets qui s'en sont aussi rendus compte, l'importance de la communauté et aussi le pouvoir que peut avoir la communauté, parce que il suffit qu'on commence avec une communauté solide, un noyau solide qui croit fondamentalement au projet, qui va réussir à ramener un peu plus de monde, et puis après c'est l'effet boule de neige, et ça les projets en ont pris conscience, parce que c'est vrai que je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque on avait très très peu de projets qui incentivaient leur communauté à partager le projet. Aujourd'hui, alors je pense à du Zilli, voilà, tu vas avoir des quêtes avec des RT, des tweets, des choses comme ça, où vraiment et derrière bien sûr ça va donner de l'expérience et puis potentiellement un airdrop plus tard ou des choses comme ça, ou des avantages du moins. On a vraiment cette incitation de la part des projets envers leur communauté pour partager le projet et donner un peu de force au projet. Je pense dernièrement là parce que j'en parle parce que je sais que Sei va sortir son mainnet bientôt avec son airdrop. On avait toute une, alors c'était le programme Atlantis, mais vraiment tout un programme derrière qui était vraiment fait pour que la communauté fasse de la communication sur le projet et que à la fin il soit récompensé avec le token. Et donc en fait c'est presque du marketing 3.0 gratuit pour le projet. Donc voilà, il y a vraiment une grande influence des médias sociaux et puis aussi, alors je sais pas si tu te rappelles, alors ça dépend forcément des conditions de marché. Mais moi je me rappelle d'à l'époque où quand tu avais un tweet de Coinbase qui annonçait un listing ou même un tweet de Binance qui annonçait un listing, c'était le token faisait x10 dans la journée. Enfin c'était impressionnant. C'est moins le cas en bear market. Aujourd'hui on prend 3%, mais voilà, je me rappelle que le market c'était vraiment des datas à suivre. Et ça, c'était impressionnant. Ah ouais, et même un petit peu avant le bull market, courant 2020, dès qu'un projet se faisait lister, ça marchait encore mieux parce qu'il y avait moins de monde qui le savait. Et effectivement, moi personnellement, j'avais ma petite alarme et c'était incroyable parce que n'importe quel projet, on va être honnête, 3 fois sur 4, il faisait au moins un x2 ou un x3. C'était vraiment impressionnant et ils pouvaient évidemment faire beaucoup plus que ça. Des fois ils explosaient, ils allaient faire un x10. Dans certains cas c'était impressionnant. Ouais. Donc mais comme tu dis, ce marketing 3.0 où finalement c'est les communautés qui poussent un projet, c'est vraiment des critères à analyser et à prendre en compte quand on veut investir. Et c'est pour ça que les meme coins fonctionnent, parce qu'ils arrivent à monter avec un narratif derrière des communautés, et les communautés sont tellement importantes qu'on se retrouve avec des armées d'investisseurs qui poussent le prix du token. Alors à des fins de spéculation pure, ça n'a aucun intérêt, mais derrière il y a de la performance. Donc alors que certains vont penser qu'on va regarder juste les fondamentaux et puis j'investis dans un projet et je vois ce que ça donne, ils passent à côté peut-être de certaines performances parce qu'ils ne suivent pas les tendances, les narratifs, ces pratiques de marketing à travers les communautés qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que prendre en compte l'influence des réseaux sociaux, la place qu'a un projet dans les réseaux sociaux, c'est un critère très important pour savoir si celui-ci va performer ou non plus tard. Et ça revient, comme on le disait, finalement aussi à analyser la solidité de la communauté du projet. Et juste pour finir là-dessus, je pense que l'exemple le plus frappant, ça reste XRP avec la XRP Army, d'ailleurs qui c'est clair. J'ai ça sous les yeux, top 5 market cap, top 4 si on enlève l'USDT. C'est quand même impressionnant pour un projet avec un fondamental, on va dire, très bancal. Et pourtant, on a une capitalisation de plus de 35 milliards et des volumes qui restent énormes. Et voilà, parce que, comme tu disais, ce projet a réussi à capitaliser sur sa communauté, une communauté déjà nombreuse, mais également très puissante. Et donc, ça a fait que, alors j'ai pris XRP, mais il y en a beaucoup, on
On peut penser à Shiba Inu, on peut penser au Dogecoin, on peut penser, je me rappelle, au SafeMoon qui avait fait des multiples énormes. Enfin, voilà, il y a beaucoup. C'est clair. Puis là, on a PP en ce moment qui semble assez solide parce qu'il arrive à repartir correctement dès que Bitcoin performe un peu. Donc on voit qu'il y a ça parce qu'il y en a beaucoup des spéculateurs qui se disent j'investis parce que je pense que d'autres vont investir. Voilà, on est un peu dans le Ponzi parce que il y a cette compréhension de la part de ces spéculateurs que l'impact des réseaux sociaux va faire son œuvre et va pousser les prix de certains projets. Donc il y en a même qui ne misent que sur ça. Et c'est pour ça, je répète, qu'il y a des applications comme Lunar Crush qui sont spécialisées sur ça pour analyser justement la puissance sociale du token à un instant T. Donc voilà, donc point très important à prendre en compte quand on fait sa décision d'investissement. Effectivement. Autre sujet qui va être également très important, c'est comment le Web3 évolue. Le monde du Web3 est en constante évolution, donc il y a des projets qui sont très florissants aujourd'hui, mais qui peuvent disparaître demain. Donc ça, c'est quelque chose de très important, notamment quand on investit sur plusieurs cycles. Il y en a beaucoup qui disent « Moi, ce projet, il a du potentiel, il me plaît, j'y vais, je hold. Et de toute façon, sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, je vais être gagnant. » Sauf que non. Eh bien, malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on se situe par rapport à l'innovation, certains projets qui peuvent sembler super, ça reste des startups, vont se faire doubler, vont pas réussir à survivre, ne vont pas proposer suffisamment d'innovation. Et donc, on va se retrouver avec un projet qui avait peut-être un excellent fondamental, mais qui malheureusement ne performe plus et va peut-être mourir quelques années après ou même quelques mois après, alors qu'à un moment donné, il était au top. Ouais. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que le monde du Web3 et tout l'écosystème diffère de ce qu'on peut avoir et de ce que peuvent avoir aussi l'habitude les investisseurs, on va dire, dans la finance traditionnelle. En fait, les cyclicités sont beaucoup plus courtes et c'est un domaine qui est tellement nouveau que forcément, comme tout domaine nouveau, les évolutions sont très rapides et ce qui était vrai la veille ne l'est pas forcément le lendemain. Donc, comme tu disais, il faut vraiment rester à l'affût de tout ce qui se passe, des évolutions, mais également prendre en compte que quand on fait un investissement, il faut être prêt au bout de quelques mois à pivoter, à sortir, à adapter, parce que c'est un monde qui évolue très vite et il faut savoir donc différencier un investissement dans de la finance traditionnelle où on va pouvoir se projeter sur du un peu plus long terme et un investissement dans du Web3 où ça va être un peu plus court terme. Alors après, forcément, ça dépend sur quoi on se place. Voilà, il y a des hypes qui peuvent durer quelques mois, d'autres qui peuvent durer quelques années. Ça va dépendre un petit peu de la prise de risque que chaque investisseur veut faire. Mais je pense que c'est quand même important de garder à l'idée le fait que les cyclicités dans le Web3 sont plus courtes et que tout peut être amené à changer très rapidement dû au fait que l'écosystème est encore très jeune et en constante évolution. C'est clair. C'est clair. Donc, sujet vraiment important à prendre en compte et ça rentre dans la gestion du risque. C'est pour ça que une stratégie de hold pure, qui est aussi un mythe sur lequel on reviendra dans un autre podcast, c'est quelque chose qu'il faut j'allais dire qu'il faut éviter. Non, parce que sur des projets solides, ça peut être pertinent, mais bien souvent, on peut se faire des fausses idées et il est difficile de voir l'évolution du Web3 et également, je fais une petite parenthèse, la vitesse à laquelle il évolue et à la vitesse à laquelle les promesses sont tenues. On le voit avec Ultra, puisqu'on a fait une thèse dessus. Les promesses sont incroyables, ce qu'ils proposent est fantastique, mais en attendant, ça fait des années qu'on attend finalement qu'il y ait quelque chose et on s'aperçoit que monter la tech, avoir une adoption des gamers, ça prend énormément de temps et c'est vraiment pas évident de réussir à se projeter pour savoir que oui, dans X temps, le projet arrivera à maturité. Non, ça se trouve, ça prendra 5 ans et d'ici 5 ans, il peut se passer tellement de choses. Le projet peut d'ailleurs disparaître parce que les fondamentaux ont beau être génial.
S'ils ont plus d'argent pour pouvoir payer finalement la force de production dans l'entreprise, eh bien, parce que la masse d'adoption ne se fait pas, et ben du coup l'entreprise ferme. Pourtant le projet est super. Donc c'est là où c'est pas évident. Ouais, et puis c'est très intéressant ce que tu dis parce que, comme je le disais, donc il y a des gens qui venir de la finance traditionnelle et qui vont du coup justement trouver les cycles crypto et tout ce qui se passe très rapide, mais il peut aussi y avoir le contraire, c'est-à-dire des gens qui n'ont connu l'investissement qu'à travers le Web3 et qui peuvent pas forcément comprendre que certains projets, alors forcément ça dépend des projets, mais que certains projets peuvent mettre beaucoup de temps à développer ce qu'ils veulent mettre en place. Donc comme tu dis, à faire de leurs promesses une réalité. Alors moi pour le coup je suis beaucoup moins UOS que toi, mais voilà, il peut y avoir certains investisseurs, en tout cas je me mets à leur place, qui n'ont vécu que des projets Web3 en termes d'investissement et qui peuvent se dire waouh, c'est super long, c'est trop long, moi j'exite. Alors qu'en fait on sait que par rapport à ce que veut construire UOS et tout ce qu'ils veulent mettre en place, il faut tout ce temps et ils peuvent pas passer à travers. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est intéressant aussi à surveiller. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc attention à ce point-là, vitesse à laquelle évolue le Web3, à prendre en compte lorsque vous faites une décision d'investissement dans un projet crypto. Le troisième point sur lequel on peut rebondir, qui rejoint un peu le premier sur l'influence des médias sociaux, c'est l'effet moutonnier. Parce que finalement, qui n'a jamais suivi une tendance par peur de rater une opportunité ? En crypto... D'autant plus que c'est compliqué comme sujet, donc on n'a pas forcément le temps ni l'expérience de comprendre une thématique ou un narratif ou une techno autour du Web3. On peut se retrouver à finalement être influencé et subir cet effet moutonnier. Voilà. Donc là, on parle pas du fait qu'il faille être un mouton, à la différence du fait qu'il faille faire attention à l'évolution du Web3 et à l'influence des médias sociaux, mais à l'effet moutonnier, puisque bien souvent, quand on FOMO, c'est un peu le terme qui revient souvent, quand on fear of missing out, c'est-à-dire quand on ne peut pas se retenir de faire un investissement parce qu'on a peur de rater le train, eh bien souvent, c'est une mauvaise décision. Donc, attention à cet effet-là, à cet effet moutonnier, et prenez-le en compte dans votre analyse fondamentale et ne vous laissez pas, finalement, biaiser vous-même à croire que votre projet est super parce que, en fait, tout le monde dit que c'est super, les prix montent, ça se passe bien, tout est au top, et tout. Donc attention à ce point-là, c'est plus un avertissement. Ouais. Et pour ajouter aussi quelque chose, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, comme tu dis, c'est de la peur de rater le train. En fait, c'est vrai que c'est souvent ça. Au final, il vaut mieux laisser passer le train et prendre le suivant à l'heure plutôt que de courir après le premier et de rater les deux. Donc, et ça, on l'a vu notamment chez des investisseurs peu expérimentés qui en fait vont investir sur un projet qui a déjà fait plus de 100%, le projet va se casser la gueule et puis ils vont investir sur un autre qui a déjà fait plus de 100% et puis en fait ils sautent de cheval en cheval en ratant un petit peu toutes les hypes et au final on se retrouve avec une sous-performance alors que si on était resté sur son cheval initial, l'heure serait venue et ils auraient pu profiter de la performance. Donc voilà, c'est vrai que de temps en temps il faut savoir rester un petit peu accroché à ses croyances et surtout établir un plan avant d'investir dans n'importe quel projet. Alors on en parlera peut-être un petit peu plus en détail plus tard ou dans d'autres podcasts, mais l'établissement d'un plan permet justement d'éviter ce genre de décisions qui peuvent être hâtives et parfois et d'ailleurs dans la plupart du cas mauvaises. Donc voilà, ça c'est vraiment important de garder en tête, de pas vouloir suivre à tout prix la hype et de vraiment se tenir à son plan initial. Ouais. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un mythe sur lequel on reviendra aussi, c'est le fait de dire il ne faut pas acheter ce qui est vertical. C'est un petit peu là finalement ce qu'on est en train de dire. Mais de notre point de vue, en tout cas du moins, parce qu'on n'en a pas encore parlé avec Snow, parfois en plein bull market, quand ça part pleine balle et qu'il n'y a plus rien à faire, des fois FOMO est la solution. FOMO est la solution puisqu'on risque à un moment donné
de craquer et de FOMO quand même. Donc, tant qu'à FOMO, auto-FOMO tout de suite et revendre très vite pour gérer son risque. Donc, ça aussi, c'est un sujet sur lequel on reviendra. On pense et on entend souvent des dictons dans le secteur crypto, mais c'est comme au poker. Au poker, on va dire qu'il faut pas jouer une mauvaise main en début de parole. C'est la base. Mais des fois, dans certains contextes, ça vaut le coup de jouer une main dégueulasse alors qu'on est premier de parole. Voilà. Ça paraît être une bêtise dit comme ça, mais non, il y a bien des cas où on a la cote et rentrer début de parole avec une mauvaise main, ça vaut le coup. Dans les cryptos, c'est un peu pareil. Des fois, il y a des moments où FOMO, même s'il paraît qu'il faut pas le faire, acheter à la verticale, même s'il paraît qu'il faut pas le faire, des fois, c'est quand même un bon move. Et donc, ça peut être un mythe et il faut rester ouvert quand même à tout. Donc voilà, petit teasing d'un prochain podcast. Ouais, effectivement, puis de toute façon, il y a des nuances de partout, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes et à adapter en fonction des conditions de marché, en fonction de sa personnalité, en fonction de nombreuses choses. Donc voilà, il y a toujours des nuances et voilà, l'objectif c'est juste de ne pas être l'exit liquidity d'autres, parce que c'est souvent là que les tops de marché se forment. Donc on essaye d'être dans un projet ou dans une hype avant que les capitaux arrivent, et on essaye de sortir quand les capitaux sont au maximum. Voilà, ça c'est l'objectif. Enfin, c'est de la théorie. Maintenant, la pratique, c'est sûr que c'est toujours plus compliqué. Mais on espère qu'à travers tous ces podcasts, vous aurez du moins plus d'éléments pour prendre vos décisions dans de meilleures conditions et pour au final prendre de meilleures décisions et donc pouvoir mieux gérer vos investissements autour de l'écosystème et du Web 3.0. Totalement. Rôle du marketing, on en parlait un petit peu tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'influence des médias sociaux et du rôle de ce marketing 3.0 des communautés. Pour appuyer un peu plus fort sur le sujet, il faut savoir qu'un bon storytelling peut parfois éclipser la réalité. Le marketing, c'est puissant. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser, notamment dans le secteur Web3, pour pousser des projets, pour pousser son projet, si c'est notre marketing de notre projet, pour qu'il ait du succès. Donc il y a des projets qui sont très très forts pour ça, et vous avez la possibilité d'identifier quels projets sont très forts pour ça. Donc si vous arrivez à identifier des projets qui sont très forts pour le marketing, eh bien vous pouvez mettre ça dans votre analyse fondamentale, parce que ça fonctionne beaucoup comme ça. Dans le secteur Web3, c'est beaucoup de hype, beaucoup de teasing, beaucoup d'effets wow, beaucoup de marketing. Et donc, si une boîte est très bonne pour le faire, si un projet crypto est très bon pour le faire, s'il utilise très bien un narratif, voire s'il surfe sur un nouveau narratif très bien qui vient juste de sortir, alors vous pouvez mettre un point supplémentaire sur cet investissement, parce que quand bien même son fondamental serait pas exceptionnel, sa puissance marketing, lui, l'est. Et pour donner un exemple, moi je pense que le roi du marketing, c'est Benjamin Minku, qui est le CEO donc de Multiverse X, qui, je pense, maîtrise l'art de la communication comme personne, et qui, même si Multiverse X, c'est, je pense, quand même un très bon projet, a amené justement, grâce à la qualité de sa communication et de son marketing, Elrond à des niveaux importants grâce à ces facteurs-là. Donc ils ont, pour citer quelques exemples, une façon de communiquer, une régularité dans leur communication, des visuels très design de très bonne qualité, même leurs interfaces, leurs applications et l'ergonomie de leurs dApps sont plutôt très bonnes, mais ce qui rentre dans le fondamental. Donc c'est à la fois de la communication, mais également de la qualité, parce que bien communiquer et être bien utilisé, c'est quelque chose d'important. Du coup, je pense que c'est pour ça que prendre ce critère-là du marketing, c'est essentiel, et il faut s'appuyer sur ce genre de critères pour son analyse fondamentale. Ouais, effectivement. Et puis, en fait, tout ce marketing, alors c'est vrai qu'on pense à Multiverse X, même si j'imagine que la communauté pense qu'on dit ça parce qu'on
n'y a pas de fondamental derrière, alors que non, comme tu disais, on affectionne ce projet également. Et puis au final, la communauté et le marketing d'un projet fait aussi partie de l'ensemble du projet. C'est-à-dire que voilà, comme tu dis, c'est quelque chose à prendre en compte également, c'est un critère. Et donc un projet qui a un excellent marketing et un fondamental moyen ira plus haut qu'un projet qui a simplement un excellent fondamental. Donc voilà, c'est vraiment un tout, c'est à prendre en compte. Et comme tu disais, je pense vraiment que Multiversix, à travers son marketing, a réussi à créer une communauté, notamment une communauté avec beaucoup de francophones dedans, a réussi à créer une communauté très solide, très soudée, et qui va derrière beaucoup push le projet. D'ailleurs, c'est eux qu'on voit beaucoup sur Twitter ou bien dans des Discord. On le voit notamment avec le petit éclair à la fin d'un pseudo ou des choses comme ça. Ouais. Et donc inconsciemment, en fait, ça va rentrer dans la tête de tous les autres acteurs de l'écosystème qui vont voir des personnes en parler, qui vont voir un username avec un petit logo, qui vont voir des RT. Et donc voilà, ça permet de créer on va dire une espèce de hype un petit peu sur l'écosystème, et ça permet de créer, d'amener de l'attention, et donc petit à petit de ramener des utilisateurs, et c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, comme tu disais, vraiment à prendre en compte et très important. C'est clair. Autre point qui est important, peut-être dans une moindre mesure, ça va dépendre de la liquidité sur un projet, mais ce sont les whales, c'est-à-dire les gros investisseurs ou les grands détenteurs d'une crypto donnée ou sur laquelle peut-être vous voulez vous positionner. Bon bah ces acteurs majeurs peuvent influencer le marché. Donc sur certains projets, et donc notamment ceux où la liquidité est faible, leur impact peuvent être vraiment importants. Donc ça peut rentrer en ligne de compte, et ça doit rentrer en ligne de compte dans votre analyse et dans le fait de définir votre position et votre investissement. Parce que si vous vous retrouvez face à de nombreuses whales et qu'à un moment donné, il est évident que celles-ci vont décharger ou au moins prendre de gros profits, peut-être qu'en raison de cela, l'investissement est moins justifié qu'il ne le serait si on analysait seulement les fondamentaux du projet, voire même aussi les autres critères qu'on vous a présentés. Donc attention à ça. Je pense que c'est en fonction de la liquidité d'un projet. Évidemment, un gros projet, si vous investissez sur Bitcoin ou Ethereum, a priori, même s'il peut y avoir éventuellement de la manipulation, on en reviendra, mais si on parle purement de wealth, a priori, faire bouger le cours de plus de quelques pourcents, voilà, c'est quand même limité. Par contre, voilà, sur des projets très spéculatifs, quand bien même les fondamentaux seraient exceptionnels, si derrière on s'aperçoit que la supply est détenue par finalement quelques whales, et que pour une raison ou une autre, on arrive à analyser le fait que eh bien des profits seraient pris, ce qui empêcherait finalement le prix de pousser suffisamment vite, on va dire. Peut-être que à ce moment-là, vous êtes en plein marché haussier, donc ça veut dire que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc peut-être que si vous vous apercevez que le token a encore du chemin à faire pour arriver à vos objectifs, mais qu'on a des grosses whales qui vont probablement décharger bien avant, peut-être qu'il va falloir pondérer et se dire, ok, je vais peut-être gérer mon risque et me positionner sur ce projet un peu moins que prévu, parce que j'ai analysé, alors avec un travail on-chain ou autre, j'ai analysé que ces whales vont peut-être me freiner dans ma performance. Ouais, et il y a plusieurs choses intéressantes. Il y aurait beaucoup à dire sur les whales et les manipulations de marché, mais pour essayer de faire assez rapide, sur un marché, à partir du moment où il y a des gagnants, ça veut dire qu'il y a des perdants. Et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont des gens qui vont pouvoir, ce qu'on appelle poser des bottoms, c'est-à-dire définir le plus bas du marché qu'un token peut avoir. Et donc vous, votre objectif en tant qu'investisseur, c'est non pas d'agir comme des retails, et donc dans la plupart des cas servir d'exit liquidity, mais justement d'agir comme des whales, et donc d'essayer de se positionner un petit peu comme eux. Donc, ce que vous voulez faire, c'est acheter au même moment qu'eux et vendre au même moment qu'eux. Effectivement,
c'est plus facile à dire qu'à faire, même si là où dans une finance traditionnelle, on aurait très très peu d'outils, à moins d'être insider pour avoir accès à ces informations. Aujourd'hui, avec le Web 3.0, on a voilà toute l'analyse on-chain d'ailleurs qui prend, parce que je sais pas ce que tu en penses aussi toi de ton côté JC, mais ça prend un peu plus d'ampleur et on a plus d'outils qui arrivent, parce que c'est vrai que c'était quand même c'était il y a quelques années, c'est vrai que c'était pas simple de faire du tracking sur du Etherscan ou des choses comme ça. Donc voilà, on a de plus en plus d'outils qui arrivent pour permettre un petit peu de traquer un peu mieux ces whales et donc d'essayer de se positionner comme eux. Mais dans tous les cas, vous, en tant qu'investisseur, votre objectif, ça va être de se placer donc avant que les capitaux arrivent, parce que souvent ces whales vont pouvoir à la fois poser un bottom de marché dû au fait qu'elles ont des liquidités qui sont supérieures à la moyenne et donc elles vont pouvoir absorber les ventes, mais également parce que ces whales sont mieux informées que vous, elles ont une puissance marketing qui est supérieure à la vôtre parce que elles sont prêtes derrière à payer un petit peu de marketing pour que leur bag soit chill et voit leur valeur augmenter. Donc voilà, vous, votre objectif, ça va être de se positionner comme eux et de sortir avant que eux sortent, ou bien au même moment que ces whales sortent. Oui, et comme tu le disais très justement, aujourd'hui on a des outils pour pouvoir analyser ça. C'est pour ça qu'on vous dit que analyser les whales, le prendre en compte de votre analyse, c'est quelque chose à faire parce que c'est possible. On peut avoir des outils avancés qui nous permettent de suivre des whales ou de regarder comment elles agissent. On va avoir des outils comme, je sais pas, Bubble Map ou directement on-chain avec les Etherscan ou du Nansen ou des outils comme ça qui nous permettent vraiment d'en savoir plus et d'essayer de suivre et de comprendre. Après, il faut en tirer des conclusions, ça reste des conclusions subjectives, mais ça vient mettre des points supplémentaires dans votre analyse globale et compléter une fois de plus les fondamentaux du projet que vous avez pu analyser. Ouais, effectivement, c'est un critère en plus. Le but, c'est pas d'avoir 100% des critères ouverts, mais si on en a 80% qui sont verts et 20% qui sont rouges, ça restera mieux qu'un 60-40. Donc voilà, ça permet d'ajouter une confiance supplémentaire. Voilà, c'est ça. Et en insistant toujours sur le fait que, objet du mythe aujourd'hui, la pondération sur les fondamentaux d'un projet est bien souvent trop forte dans les cryptos et qu'il faut vraiment aussi prendre en compte les autres critères, ceux qu'on vous énonce et qu'on va continuer de vous énoncer pour parfaire votre analyse. Et suivant le projet, c'est certains critères plutôt que d'autres qui vont avoir une force très importante. Voilà, on prenait l'exemple des meme coins. Bon, les meme coins, on va être à fond sur l'influence des médias sociaux, sur le rôle du marketing, et pas du tout, en l'occurrence, sur les fondamentaux. Même si là, il n'y en a pas, donc a priori, vous penchez pas sur ce genre de sujet, mais c'est pour l'exemple. Autre sujet important qu'il faut garder à l'esprit, c'est tout ce qui est régulation. Parce qu'il faut savoir que chaque pays a sa vision de la crypto, les régulations changent, le paysage aussi, et donc c'est important de rester informé et de s'adapter. Si on se positionne sur un projet qui permet de faire, par exemple, un système de rémunération avec partage des bénéfices reversés sous forme de stablecoin qui tourne dans un pays qui va être sous la coupe de la réglementation MiCA, par exemple, je dis n'importe quoi, peut-être qu'il va falloir regarder si ce projet va pouvoir livrer ce qu'il a envie de livrer. Parce qu'on est sur de nouvelles mécaniques financières qui vont demander peut-être certaines licences ou certains éléments qui font que si le projet, l'entreprise, la start-up sur laquelle vous investissez à travers son token, ne respecte pas ou n'a pas de régulation et la régulation arrive et stoppe tout, dans ce cas-là, il faut faire attention, faut le prendre en compte et se dire que j'ai toujours ce risque d'être confronté à un projet qui ne peut pas, d'un point de vue légal, livrer ce qui était prévu. Donc attention à ça. On peut parfois avoir des surprises, donc il faut pas négliger ce genre de choses et rester à l'écoute en continu, parce que ça évolue souvent. Et encore une fois, alors moi pour le coup, c'était pas
spécialité, mais on va dire de manière générale, on n'oublie pas, on en parlait un petit peu quand on parlait de l'évolution du Web 3. Le Web 3 donc est quelque chose de nouveau, et donc qui dit quelque chose de nouveau dit des nouvelles régulations, et les régulations peuvent être longues, prendre du temps, mais quand quelque chose de nouveau apparaît, il faut que ce soit régulé. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça évolue. Il y a des choses qui sont faites, qui peuvent être retirées, qui peuvent être remises, qui peuvent être modifiées. Donc voilà, il faut toujours rester un petit peu aux aguets de tout ce qui se passe, parce que tout nouvel écosystème a sa nouvelle régulation. Et d'ailleurs, on le voit, par exemple, ça reste un exemple bête, mais avec l'imposition qui évolue beaucoup. Alors je pense par exemple au Portugal, où au début il n'y avait pas de loi, puis ensuite ils ont commencé à en mettre une en parlant de 5%, et puis là on voit que ça recommence à reparler pour potentiellement imposer un peu plus. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui évolue, et on voit que même les gouvernements se tâtent et s'essayent à plusieurs choses. C'est ça. Donc soyez attentifs et faites attention, parce que ça peut même parfois casser vraiment des très bonnes dynamiques. Autre point sur lequel il faut se pencher quand vous faites votre analyse, et c'est également le cas sur les marchés traditionnels, c'est la psychologie du marché. Dans les cryptos, dans le secteur blockchain, c'est exacerbé, avec un marché qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et une très forte volatilité. Forcément, on peut se retrouver face à des mouvements de panique et une psychologie de marché qui est très particulière. Et donc, il faut prendre ça en compte pour gérer votre risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si c'est pas facile quand même de l'identifier, mais quand on a de l'euphorie ou de la panique, généralement, il faut aller, comme on dit souvent, à l'inverse de ce qui peut se passer. Ou alors, si vraiment c'est clairement identifié, c'est pour ça que je dis que c'est pas évident, dans ce cas-là, gérer son risque, je pense notamment dans une panique, et savoir couper en se disant « Ok, c'est la merde, ça coupe, et je coupe vite ». Mais si... When panic fast. Voilà, c'est ça. Faut panique fast, parce que sinon, first, ouais. Parce que sinon c'est compliqué. Vous pouvez attendre de jouer le rebond, mais moi personnellement, je me suis déjà fait avoir. On m'a dit attends le rebond, donc j'ai pris ça en compte. J'ai attendu le rebond, parce que ça n'a jamais rebondi. Donc j'aurais dû panique first. Donc c'est pour ça que c'est pas facile. Je pense que l'important, c'est de regarder la tendance long terme. Est-ce qu'on est en plein marché haussier et on est sur une grosse liquidation et une vente panique, ou est-ce qu'on est plutôt sur une tendance baissière ou neutre, où là, s'il y a une panique, ça sent quand même pas très bon, quoi. Donc, en tout cas, pour gérer son risque, essayer d'anticiper le fait qu'il puisse peut-être y avoir une euphorie ou une panique, vous permettre de faire des choix de position et des tailles de position peut-être plus adéquates dans vos swings, pour que ce soit plus pertinent et moins risqué. Ouais, et puis alors effectivement, la psychologie du marché, il y a tellement de choses à dire, parce que d'ailleurs la psychologie du marché impacte aussi, enfin en tout cas fait partie de l'analyse technique, fait partie de l'analyse plus ou moins fondamentale. Enfin vraiment, ça englobe beaucoup de choses, et il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Mais effectivement, je pense que t'as très bien résumé la chose. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la psychologie du marché donne la psychologie de manière générale qu'ont les retails, et non pas la psychologie qu'ont de grosses whales ou voire même des fondateurs de projets. Donc voilà, c'est important de prendre du recul là-dessus, et de se dire que s'il y en a qui paniquent et qui vendent, il y a d'autres personnes qui vont acheter. Qui sont ces personnes qui achètent? Pourquoi est-ce qu'elles achètent? Et qui sont ces personnes qui vendent et pourquoi elles vendent? Voilà, il faut vraiment prendre du recul là-dessus. Et puis voilà, ce qu'on peut retrouver aussi dans beaucoup de marchés, c'est alors je sais pas si ça te parle, je pense que oui, c'est, tu sais, la psychologie de marché avec le disbelief, le hope, l'optimisme, belief, enfin l'euphorie, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les écosystèmes, et que moi de mon côté en tout cas, je trouve qu'il est presque accentué dans la crypto, parce que quand il y a un mouvement de panique, dans d'autres marchés ça peut prendre moins 3%, en crypto ça peut prendre moins 20%. Donc voilà, c'est même accentué sur le marché crypto, mais on retrouve quand même ces mêmes étapes avec des gens qui n'achèteront pas un bottom parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont en dépression, ou parce qu'ils sont en disbelief du prochain rallye, mais pourtant ça sera bien là qu'un bottom de marché sera posé, et
d'autres personnes mieux informées et avec plus de capital se seront positionnées sur ces cycles de marché-là. Non, c'est clair. C'est clair, t'as entièrement raison. Sur les cryptos, sur le marché de la cryptographie, on a un comportement exacerbé. On retrouve les mécanismes qu'on a sur les marchés traditionnels, mais les comportements sont vraiment exacerbés du fait des critères que sont l'ouverture continue du marché, la volatilité, La liquidité. La liquidité et tous ces sujets-là. Donc effectivement, important de rester concentré sur la psychologie de marché et notamment pour définir vos tailles de position. Et donc définir un plan. Autre point sur lequel il est important de se pencher quand vous faites votre analyse, toujours en complément de l'analyse fondamentale, c'est l'impact que peut avoir les leaders d'opinion. Donc les leaders d'opinion, toujours pareil, vous avez un peu deux facettes. Vous avez la facette, beaucoup de leaders d'opinion, d'influenceurs vont chiller un projet, auquel cas vous vous dites très bien, comme ce projet semble être chillé par tout un ensemble d'influenceurs, il va probablement partir fort, mais en général il est déjà parti fort, donc faites quand même attention. Soit à l'inverse, vous vous dites, est-ce que je suis pas en train de me faire influencer ? Est-ce que finalement je suis pas l'exit liquidity et que le sentiment d'avoir un projet de qualité d'un point de vue fondamental est biaisé par le fait que j'ai des leaders d'opinion que je respecte ou qui ont l'air d'être respectés, qui me parlent du projet, qui parlent du projet sur Twitter par exemple, et qui donnent le sentiment que c'est un très bon projet. Donc attention à ça. Là, on est pas mal sur le sujet des biais psychologiques. C'est important de comprendre dans quel contexte on va être pour compléter son analyse fondamentale et en faisant donc attention à ce qui se dit et à l'influence des leaders d'opinion. Et un petit élément aussi à rajouter, c'est que si vous voyez une vidéo qui vous conseille ou qui vous présente un projet, mais que vous êtes 10 millions d'autres personnes à avoir vu cette vidéo, et vous ne ferez plus partie de ceux qui ont pu investir avant et qui vont pouvoir revendre une fois que ces 10 millions de personnes auront potentiellement investi. Donc c'est important de garder à l'idée que plus vous allez être early, plus vous allez être tout seul à investir et plus vous avez de chances pour que d'autres personnes puissent investir là où vous avez investi et donc faire pump vos bagues. Après, il faut quand même garder à l'idée que c'est pas parce que vous êtes tout seul que l'argent rentrera forcément. Il faut également prendre en compte tous les autres éléments qu'on a cités plus haut et l'analyse fondamentale de votre projet pour pouvoir prendre de bonnes décisions et pouvoir avoir un point d'entrée qui est intéressant. Mais voilà, ne pas écouter les moonboys qui vous font des chills sur Twitter parce qu'ils sont payés et parce que le projet cherche de l'exit liquidity, mais plutôt faire une analyse soi-même, prendre les avis, les opinions qui sont publiques pour ensuite pouvoir derrière faire son analyse et établir son plan en fonction de ses croyances et de son capital et de toutes ces choses-là. C'est ça, exactement. Toujours en complément des autres points de votre analyse. Autre point qu'on évoquait un peu tout à l'heure avec les whales, c'est tout ce qui est manipulation. Donc le monde des cryptos n'est pas exempt de manipulation. Je pense que de la manipulation financière, il y en a sur tous les marchés. Sur le secteur des cryptos, il y en a probablement plus en raison de la régulation et en raison du fait qu'on est sur un marché qui est assez faible en termes de liquidité. Donc du coup, il faut rester attentif à ça dans la mesure du possible et avec les outils qui sont à votre disposition pour réussir à identifier que tel ou tel projet est peut-être sujet à des manipulations. Moi, personnellement, j'en ai croisé quelques-uns, même des projets que je trouvais intéressants. Je voyais bien que dès que ça partait,
ça allait redescendre très vite derrière, ou que finalement le projet était un peu, du moins le token, son prix était le jouet de certaines whales ou de certains manipulateurs, et que finalement il était assez probable que le projet n'aille pas beaucoup plus loin à cause de ça. Parce que voilà, il y a une influence de la manipulation, peut-être que ça fait peur à de nouveaux entrants, peut-être que ça empêche au price action de monter et de consolider. En tout cas, il se passe quelque chose, et quand un petit projet est fortement manipulé, il a des difficultés à aller vraiment performer, parce que la confiance, je pense, ne se met pas dans le prix de la part des investisseurs, et donc les investisseurs ne restent pas ou ne rentrent pas. Donc attention à ce critère-là, à prendre en compte toujours en plus de votre analyse fondamentale. Ouais, effectivement, comme tu dis, je pense que la manipulation est présente dans tous les marchés, et peut-être encore plus dans le marché crypto, dû aux éléments que tu disais. Alors, effectivement, la manipulation peut un petit peu frustrer les investisseurs, dû au fait qu'il y a un décalage entre ce que va faire le projet et son price action, à cause des manipulations. Mais ça peut aussi être bénéfique pour un projet. Je m'explique. Si certaines grosses whales décident de manipuler le marché, donc de l'amener plus bas pour pouvoir absorber toutes les ventes. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu pendant le bull market. Alors, un outil qui est très utile, par exemple, c'est Glassnode. C'est qu'en fait, alors je dis 99%, mais 100% des projets qui ont vu leur token exploser, et ben en fait, il faut savoir que plus de 90% de leur supply était détenu par moins de 1% des wallets. Ça, c'est quelque chose qui est retrouvable sur Glassnode. C'est une réalité. Les projets qui ont le plus pump ont été des projets qui ont été en fait le moins liquides possible, dû au fait que de nombreuses whales détenaient la grande majorité des tokens. Ces whales, pour avoir autant de tokens, elles ont forcément dû faire un peu de manipulation, FUD un petit peu le projet, pouvoir accumuler à des prix plus bas, et donc pouvoir un petit peu après amener le prix où elles souhaitaient, et donc pouvoir vendre au prix qu'elles voulaient, parce que c'est elles qui détenaient les tokens. Donc ça peut tuer un projet, mais ça peut également permettre de faire de gros multiples, encore une fois, comme je le disais, comme on le disait un petit peu plus haut, c'est-à-dire se placer avec les whales et revendre au moment des whales, et non pas être comme un retails et acheter le top. Donc voilà, après c'est loin d'être facile d'analyser ces manipulations, de les comprendre et surtout d'agir, parce que pareil, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste au-dessus avec la psychologie de marché. Quand tout le monde FUD, quand il y a du bain de sang, tout le monde est en pleurs, c'est pas simple d'appuyer sur le bouton vert et d'acheter, mais parfois il faut savoir le faire, et ça peut être de très bonnes décisions. Encore une fois, attention, avec un plan, en prenant en compte tous les éléments, etc., etc. Oui. Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, si vous arrivez à repérer un projet qui est bien listé sur des plateformes d'échange et qui est donc accessible à un grand nombre d'investisseurs facilement. Prenons l'exemple de Binance, par exemple. Si votre token est sur Binance et donc facilement accessible, là, effectivement, s'il y a un grand nombre de whales, il y a pas mal de chances pour que ça enlève et assèche le marché. Le token devient illiquide et donc il monte très fort, pump de manière très puissante et fait de nombreux multiples. Donc, si les deux critères sont réunis, un token qui est facilement tradable, sur lequel on va pouvoir faire de la com et du marketing tout en étant une whale qui enlève la liquidité sur le marché, là, il y a un coup à faire, effectivement. Et c'est, comme tu dis, 100% des projets, ça me paraît pas déconnant de dire ça, qui ont pump et qui étaient face à cette situation-là. Moi, dans l'exemple que j'ai donné, c'était vraiment un micro-cap accessible que sur index. Donc là, du coup, plus compliqué d'y accéder. Donc, je pense que c'est pour cette raison que le projet pouvait difficilement partir, parce que trop sujet à des manipulations. Mais qui étaient de petites manipulations aussi, parce que c'était un petit projet. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, tous les cas sont un peu uniques, et il faut faire du cas par cas. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais bon, en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de whales qui sont en train de manipuler
pour accumuler tous les tokens et pouvoir revendre beaucoup plus haut. Non, je rigole bien sûr. Tout à fait. Mais qui sont-elles? Réponse bientôt. On fait la transition sur la liquidité, puisque le niveau de liquidité, on en a déjà un petit peu parlé avant, ça peut être un point qui est déterminant. Déjà pour rentrer, parce que si vous avez extrêmement... Alors toujours, ça dépend de la capitalisation du projet. Moi, je parle du scénario de la microcap, où si vous rentrez sur un projet qui est très peu liquide, vous l'achetez beaucoup plus cher, parce que vous pouvez presque faire monter le prix vous-même de manière assez conséquente, et c'est très difficile ensuite de revendre s'il y a un problème. Donc, en termes de gestion du risque, c'est quand même délicat, puisque vous vous retrouvez à vous dire, ok, je vais acheter, et si jamais il y a un problème, je pourrais quasiment pas revendre. Ou, si jamais ça part très fort, si vous achetez et qu'en achetant ou en vendant, vous faites déjà bouger le prix à vous tout seul, ça veut dire que vous détenez, soit il y a très peu de liquidité, soit vous détenez une grosse partie de la supply, parce que c'est un tout petit projet. Et si le projet part très très fort, bah vous gardez la même proportion de capitalisation dans votre bague. Donc même si vous commencez à générer des dizaines, des centaines ou des millions de dollars avec ce token-là, mais vous êtes vous-même du coup une wealth. Et donc du coup, alors que vous imaginiez peut-être faire un x50, un x100 sur ce genre de projet et puis encaisser, vous apercevez qu'au moment de prendre profit, en fait vous faites chuter le prix ou même vous n'y arrivez pas parce que vous créez un mouvement de panique où ça passe pas et finalement vous vous retrouvez à faire un x15, x20, ce qui est déjà excellent, mais beaucoup moins que ce que vous aviez imaginé. Donc attention à ça, j'ai déjà croisé des témoignages de gars qui justement s'étaient positionnés sur des projets très early, qui se retrouvaient donc à une wealth parce qu'ils détenaient peut-être 5% de la supply et qu'en fait ils pouvaient pas sortir. Ou que dès qu'ils sortaient, c'était presque la mort du projet. Surtout que c'était souvent des projets très spéculatifs où le prix ne justifiait pas, la capitalisation ne justifiait pas les fondamentaux, ce qui fait que si jamais ils prenaient profit, ils risquaient de faire très mal au projet, qui risquait de ne pas repartir avant un moment. Donc c'était très délicat. Donc attention, quand vous faites votre analyse fondamentale, ça va dépendre aussi de qu'est-ce que vous êtes comme investisseur, quel bac vous avez, quelle puissance financière vous avez, mais prenez en compte que sur les cryptos notamment, on a des micro-capitalisations extrêmement faibles, bien plus faibles que ce qu'on pourrait avoir même sur des micro-caps qu'on a sur les marchés traditionnels. Donc attention à prendre ça en compte. Parfois on peut se faire surprendre ou anticiper des scénarios, faire des conclusions d'analyse, alors qu'en fait c'est complètement biaisé par le manque de liquidité du projet, qui peut être aussi dans certains cas, un manque de liquidité volontaire parce que les whales sont tout retirés. Donc là, c'est encore autre chose. Ça peut poser d'autres problèmes, mais ça peut influencer aussi le résultat final et votre analyse. Donc attention à comprendre la liquidité avant d'investir. Ouais, bah, de toute façon, je vais pas répéter tout ce que tu as dit parce que c'est tout est vrai. Peut-être juste pour donner un exemple. On va dire que sur des micro-caps, et des tokens se lancent tout le temps sur toutes les chains. En fonction des hypes, il peut y en avoir. Typiquement, dernièrement, on a eu Base de Coinbase qui s'est lancé. Donc, on a énormément de shitcoins et de micro-caps qui se sont lancés dessus. Donc, c'est-à-dire que c'est des shitcoins qui se lancent avec 10 000 $ de liquidité. Et donc, il suffit juste de mettre 1 000 $ pour avoir un gros pourcentage de la supply. Et puis ensuite, c'est des tokens qui vont potentiellement pump. Il peut même y avoir une réduction de la liquidité pour faire pump les projets. Sauf qu'ensuite, comme tu disais, tu as des investisseurs qui se retrouvent bloqués, même avec des market cap à 500 000 ou 1 million de dollars. Si la liquidité n'est que de 30 000 $, et ben ils ne pourront pas sortir, ou bien comme tu dis, quand ils sortiront, ils signeront la fin du projet. Alors, ça. Effectivement, ça c'est vrai avec les tokens, mais c'est aussi vrai et même accentué, je dirais, avec les NFT. Et oui, très juste. Si je sais pas si tu as trop suivi dernièrement, mais on a quand même eu alors c'est SudoSwap qui avait commencé ça, mais en fait des pools avec des NFT, ce qui permet de pouvoir vendre entre guillemets au marché ou bien d'acheter. Quand on achète, on peut acheter à des gens qui ont listé, mais du moins on peut vendre via cette pool de liquidité pour pouvoir avoir un petit peu de la liquidité immédiate. Mais sur les NFT, ce que je veux dire par là, c'est que c'est encore plus accentué. Alors déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que sur les NFT, il y a souvent des créateurs, enfin des royalties, des créateurs fees qui sont à prendre en compte, et donc souvent le décalage entre le prix d'achat et le prix de vente est d'au moins
moins les creators fees, parce que sinon il n'y a pas de gain pour la personne qui fait du trading sur du NFT. Il y a également les fees des marketplaces qui sont à prendre en compte, même si certaines marketplaces pour avoir un peu plus de volume réduisent leurs fees, voire même les mettent à zéro, comme Blur. Mais voilà, donc c'est avec les NFT, on a ce même système qui est encore plus accentué et qui est vraiment à prendre en compte, parce que, et encore plus, alors il y a beaucoup d'encore plus, mais à prendre en compte aussi en bear market, c'est-à-dire que sur un projet avec peu de liquidité de base, sur un bear market, sur des NFT, ça peut vraiment être compliqué de rentrer et de sortir de position, et donc des fois on peut avoir des positions qui se construisent en fait sur plusieurs mois, voire même trimestres, le temps d'accumuler, et ça peut être la même chose pour sortir du projet, ça peut prendre du temps. Donc voilà, comme tu disais, c'est adapté en fonction de chaque profil, en fonction de du capital de chacun et du temps qu'il nous reste ou du temps qu'on veut mettre à rentrer dans une position. C'est clair, et tu fais bien de soulever le sujet des NFT. Aujourd'hui, on s'est concentré plutôt sur les tokens fongibles, mais c'est vrai que tout ce qui est token non fongible, c'est encore plus compliqué. Et il va falloir encore plus se concentrer sur le sujet de la liquidité, parce que là, pour le coup, on peut même se retrouver dans des cas où on ne peut même pas vendre en fait notre NFT. Donc, on a beau avoir un floor price où on en a une dizaine, on veut vendre les 10, mais en voulant vendre les 10, on arrive à en vendre 2, puis ensuite il faut attendre X jours, X semaines pour que les autres se vendent. On baisse le prix, donc c'est nous qui faisons baisser le floor price. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a zéro liquidité. Donc ça, c'est encore autre chose, et c'est vrai que là, c'est carrément un sujet à prendre en considération, et c'est extrêmement important lorsqu'on va investir dans tout ce qui est projet NFT. Bon, bah voilà, on a fait le tour de l'ensemble des points. Donc notre voyage d'aujourd'hui touche à sa fin. Bon, vous avez vu qu'investir en crypto, c'est finalement autant un art qu'une science, hein. C'est un petit peu le cas, je pense, sur tous les marchés qu'il peut y avoir à travers le monde, traditionnels ou crypto. Mais voilà, en crypto, c'est quand même encore plus compliqué, puisque les fondamentaux représentent bien souvent, objet de ce podcast aujourd'hui, eh bien, un petit sujet à analyser dans son analyse globale, puisque, comme on vous l'a présenté aujourd'hui, il y a bien d'autres critères à prendre en compte. Je propose de les récapituler rapidement. Faites attention et regardez quelle influence a le projet sur les médias sociaux. Méfiez-vous et analysez bien comment évolue le Web3 et si le projet va pouvoir tenir sur la durée. Prenez en compte bien le fait que certaines personnes ou même des communautés entières peuvent avoir un comportement moutonnier, et regardez si peut-être ça vaudrait pas le coup de les suivre en mode FOMO, ou si au contraire ça ne pourrait pas être un risque. Regardez le marketing d'un projet, faites attention et regardez s'il est bon. S'il est bon, c'est probablement un critère de choix, même si les fondamentaux seraient moins bons qu'un autre projet qui lui aurait un marketing qui serait moins bon. Faites attention aux whales. Regardez ce qu'elles font, puisqu'elles peuvent fortement influencer, au moins à court terme, le price action et vos performances. Attention à la régulation. Ça, c'est pareil, gros sujet. Un projet, notamment dans le Web3, qui est tout neuf, qui touche en plus à la finance, peut se faire couper les pattes du jour au lendemain, et vous pouvez vous retrouver dans une situation où votre investissement ne vaut presque plus rien. Écoutez les leaders d'opinion pour voir si ils disent finalement des choses qui vont dans votre sens et vous créent un biais de confirmation ou non. Regardez le volume de shilling qu'il peut y avoir d'un projet pour voir si vous êtes peut-être pas trop en retard sur ce projet et si finalement il faut pas abandonner cela. Attention aux manipulations de marché qui peuvent avoir un impact sur, comme on le disait, le price action, et parfois freiner un projet, ou à l'inverse le faire exploser du fait que on manipule ou non d'ailleurs, mais est-ce que c'est fait sciemment, je ne sais pas, mais en tout cas la liquidité est retirée au maximum des marchés par les gros acteurs, et
ce qui crée du coup un choc entre l'offre et la demande et fait exploser les prix. Donc ça peut être un critère aussi très important à prendre en charge. Et puis enfin le dernier qu'on vient de voir à l'instant, la liquidité. Faites attention à la liquidité, notamment pour les tout petits projets ou si, mais je pense qu'on en parlera dans un prochain podcast bien en détail, si vous vous positionnez sur des projets NFT où là la liquidité est déterminante et peut être tellement déterminante que les fondamentaux deviennent presque inutiles à analyser si on se rend compte que la liquidité n'existe pas ou est quasiment inexistante sur un projet. Voilà, donc les différents points pour ça, très important, et donc enlevez-vous de l'esprit, c'est le but de notre podcast aujourd'hui, qu'un investissement en cryptoactifs se fait sur la base des fondamentaux du projet, et ce qu'il faut, c'est avoir une vision long terme sur un projet qui est solide. Non, c'est pas aussi simple que ça, on a vu l'ensemble des critères, calculez-y et faites-y attention. Est-ce que Snow, tu veux rajouter un commentaire sur tout ça ? Non, mais t'as très bien résumé la situation. Alors, je pense que ça peut aussi faire peur un petit peu de se dire que voilà, en plus du fondamental du projet, il y a énormément de points à analyser et à en prendre en compte. Mais je pense que, au contraire, il faut voir ça comme une chance que nous offre la crypto. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui se passent on-chain et donc on va pouvoir plus facilement observer la liquidité, observer les manipulations, observer les whales. Et donc, on se sert des outils que le Web 3.0 met à notre disposition pour pouvoir faire des investissements avec plus de sens. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important et puis c'est à prendre en compte et le faire jouer en notre faveur, on va dire. Voilà. Voilà, exactement. Merci pour cette conclusion. Continuez d'apprendre, restez curieux et surtout gardez toujours l'esprit critique. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour un nouveau débunkage d'un mythe sur les cryptos. Bye bye. À la prochaine tout le monde, bye bye.